Suède, juste avant son arrivée, un accord sur la livraison par la France d'uranium enrichi. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Premier grognement de l'hiver la nuit dernière dans la région lyonnaise. La neige est tombée en abondance sur les villes de Lyon et de Saint-Étienne, provoquant d'importantes perturbations. Dans la circulation tout d'abord, plusieurs centaines d'automobilistes bloqués dans la nuit sur l'autoroute, un trafic ferroviaire interrompu entre les deux villes, et pour quelques 400 000 abonnés du Rhône et de la Loire, pas d'électricité pendant une bonne partie de la journée. À tel point que le plan Orsec a été déclenché dans le département de la Loire. En Haute-Loire, cela ne va guère mieux. C'est d'ailleurs là qu'un homme est mort à la suite de la tempête. Isabelle Béchler. En Haute-Loire et dans le Puy-de-Dôme, la vie est partiellement paralysée depuis les chutes de neige imprévues de la nuit dernière. Les routes étaient impraticables une grande partie de la journée. Une centaine de voitures ont été bloquées pendant plusieurs heures au col du Pertuis. Là, les secours de la sécurité civile ont dégagé les automobilistes, mais ils ne l'ont pas pu partout. À Saint-Victor-sur-Arlan, un homme est mort écrasé sous son tracteur en essayant de dégager une voiture. Dans le Puy-de-Dôme, les 20 000 personnes privées d'électricité devraient être approvisionnées à nouveau demain matin. En Haute-Loire, les abonnés sans électricité sont encore plus nombreux, 85 000 environ, et 40% des communes sont privées de téléphone. La SNCF de son côté a tout le mal du monde à rétablir le réseau ferroviaire car son système de transmission ne fonctionne plus. Dans la Loire, la neige a atteint 50 à 60 cm d'épaisseur. À Saint-Chamond, par exemple, en ville, les dégâts sur certaines voitures étaient considérables. Mais il faut imaginer la situation sur le réseau départemental auquel les reporters n'ont même pas pu accéder. Les autorités ont donc déclenché le plan Orsec ce matin, car les liaisons ferroviaires de Lyon à Saint-Étienne ou Roanne étaient interrompues, de même que le TGV Paris-Saint-Étienne, alors qu'il est l'électricité fait encore défaut à 400 000 foyers. Conséquence du mauvais temps, pas d'assemblée générale de l'AS Saint-Étienne hier soir et pas de match non plus au stade Geoffroy-Guichard. Ce soir, la confrontation avec Nantes est reportée. L'un de nos reporters s'était déplacé hier pour assister à l'assemblée générale des Verts. Il n'a donc pas pu y aller, il est bloqué, nous le rejoignons. Sans conteste aujourd'hui la capitale des embouteillages dans la région. Un véritable piège dans lequel des dizaines d'automobilistes, dont votre serviteur, se sont laissés prendre. Le standard du centre régional d'information routière complètement bloqué, aucun panneau, aucun gendarme n'informait à l'entrée de l'autoroute Lyon-Saint-Étienne qu'au-delà de Saint-Chamond, il fallait abandonner tout espoir de rejoindre la cité des Verts. À la sortie de la ville, deux malheureux CRS, armes administratives aux côtés, on ne sait jamais ce qui peut arriver, tentaient de faire demi-tour à la longue caravane des voitures qui avait réussi, après bien des efforts, à se frayer un chemin entre les camions immobilisés par la neige. Sans information, les deux représentants de ce qui aurait dû être l'ordre, débordés, ne pouvaient même pas dire aux automobilistes furieux de s'être laissés prendre quand l'autoroute serait réouverte. Alors, après le bilan, les questions maintenant, avec Alain Gillot-Pétret, d'abord l'origine de ces chutes de neige. Écoutez, d'abord la neige avait été annoncée par la météo nationale. Je suis un peu étonné qu'on soit étonné qu'il y ait de la neige, mais enfin elle est là. Pourquoi? Parce qu'elle est bloquée. Elle est bloquée par cet énorme anticyclone ici qu'on ne voit pas très bien, mais enfin qui est là et qui empêche cette dépression d'aller vers l'est. Donc si elle ne peut pas avancer, elle tourne sur place et donc le retour d'air s'est fait principalement ici, là où les nuages sont plus opaques, sur la région Rhône-Alpes. Vous allez me dire pourquoi? Vous allez me dire, est-ce que ça va continuer? Oui, ça va continuer parce qu'ici, il y a cette autre perturbation qui va arriver demain, qui va donner de l'air froid dans de l'air chaud venu de Méditerranée. L'anticyclone va rester ici, donc autrement dit, cela va continuer une sorte de peau du diable pendant au moins 24 heures avec encore de la neige, donc prudence. Et bien voilà, il a fait donc les questions et les réponses et nous le retrouvons à la fin de ce journal pour parler de l'ensemble du territoire. Je vous disais tout à l'heure que Saint-Étienne-Nantes plutôt avait été reporté. En revanche, tous les autres matchs du championnat auront lieu ce soir. Bordeaux se déplace à Tours, Lens à Sochaux et Paris-Saint-Germain à Metz. En tennis, il n'y a pas eu de miracle à Grenoble. La Coupe Davis va s'envoler vers les cieux américains. Grâce à leur victoire logique en double, McEnroe et Fleming ont signé un 3-0 fatal aux couleurs françaises. Les deux derniers simples ne seront donc plus que des formalités demain. Il est même possible qu'ils ne se jouent qu'en 3-7. Gerhard Holtz décortique le double qui a permis la 28e victoire américaine en Coupe Davis. Premier élément de réflexion, Noah et Lecomte avaient en face d'eux cet après-midi la meilleure équipe de double du monde. Deuxième élément, ils n'ont jamais été ridicules, loin de là.
Ils ont même réussi de très jolis points, comme ce passing de Yannick Noah, ou ces 2 revers très puissants d'Henri Lecomte. Ou mieux encore, cet échange très spectaculaire, où les 2 Français vont tour à tour lober les 2 Américains, une phase de jeu typiquement double d'ailleurs, pour finalement marquer le point avec un coup de patte génial de Noah, un lob lifté de coup droit, juste dans l'angle, dans un petit coin de paradis. C'est irrattrapable. Côté français, quelques belles répliques donc. Et puis aussi, cela devient malheureusement une habitude, quelques erreurs grossières. Côté américain en revanche, rigueur et puissance pour Peter Fleming, et puis génie, tout simplement génie pour John McEnroe, le numéro 1 mondial. Il a survolé cette partie, faisant admirer une nouvelle fois toutes les facettes de son talent. Service, volée, retour, anticipation, sens tactique, déplacement, tout y était. Décidément ce jeune homme a tout le tennis dans sa raquette. Il ne faut donc pas s'étonner si l'équipe de France s'est fait battre le plus normalement du monde dans ce double par l'équipe américaine. C'est vrai, Noah et Lecomte ont eu une balle de 7 dans la 3e manche, ils auraient pu sauver l'honneur, mais il faut le reconnaître, ils n'ont jamais vraiment inquiété Fleming-McEnroe. 8-7, balle de match pour McEnroe, balle de Coupe Davis, il en a déjà gagné 3, il ne la laisse pas échapper. Les États-Unis gagnent finalement 6-3, 6-4, 9-7. Je pense qu'on s'attendait de toute façon à jouer une équipe très dure, puisque McEnroe et Gene Mayer sont de très bons joueurs. Mais bon, on espérait quand même peut-être remporter un point, que ce soit les 2 premiers simples ou éventuellement le double, ce qui aurait été quand même beaucoup plus difficile. Mais bon, il se trouve que maintenant ça fait 3-0. C'était la finale de la Coupe Davis, on est arrivé jusqu'en finale. Bon, c'est quand même une satisfaction, mais c'est quand même dur de se dire qu'on a perdu après la 2e journée et que bon, on comptait quand même beaucoup sur le fait de jouer sur terre battue, le fait de jouer à Grenoble devant notre public. Et bon, on essaie de créer une petite surprise. On espérait quand même au fond de nous, même si on n'en parlait pas trop, on espérait quand même. Bon, ça s'est pas passé, dommage. Bon, maintenant c'est terminé, on jouera des matchs qui ne comptent pas, mais enfin... J'aimerais quand même essayer de remporter un point parce que 4-1 ça fait quand même mieux que 5-0. Yannick Noah qui n'a que 22 ans, Lecomte 19, Tulane aussi, Guy Forget plus jeune encore. Bref, c'est peut-être pour l'année prochaine ou pour bientôt. C'est déjà superbe. Dans la Coupe Davis de l'opposition, eh bien après le double Giscard-Chirac à huis clos jeudi, 2 simples ce week-end pour le congrès de l'UDF à Pontoise. Aujourd'hui, Raymond Barre, la branche centriste de l'UDF, a l'air d'y penser sérieusement. Et puis demain, Valéry Giscard d'Estaing qui, lui, sera physiquement présent. Patricia Charnelet. Et Michel Pinton, responsable de l'UDF, qui ont résumé le mieux aujourd'hui ce que pensent tous les militants. Nous devons faire, ont-ils dit, un immense effort de réflexion. La seule critique n'est plus considérée ici comme une arme suffisante pour reprendre le pouvoir, ni même pour paraître crédible. Si les Français n'ont plus confiance dans les socialistes, ils n'ont pas encore, il faut le reconnaître, confiance en nous. Pour incarner l'avenir et nous identifier à la majorité de demain, nous devons formuler un programme d'espoir. La motion politique proposée aux militants parle donc de la libération de l'économie, de l'enseignement, de l'emprise trop forte de l'État, bref, une réflexion naissante qu'on appelle ici le renouveau des idées. Quant aux hommes, eh bien, si les problèmes de structure interne de l'UDF ne sont toujours pas réglés, il apparaît néanmoins de plus en plus que Valéry Giscard d'Estaing se taillera demain un beau succès. Son déjeuner avec Jacques Chirac l'ayant renforcé pour beaucoup dans son rôle de leader de l'opposition. L'ex-président de la République développera également l'idée d'une opposition constructive, d'une opposition laboratoire du pouvoir. Quant à Raymond Barre, eh bien qu'il ne soit pas présent en France, il est à l'étranger aux États-Unis, on a beaucoup parlé de lui aujourd'hui. En effet, il a envoyé un message au Congrès où il souhaite que l'UDF trouve sa seule inspiration dans le service de l'intérêt national, en dehors de considérations partisanes ou personnelles. Il a également trouvé un supporter remarqué dans la présence de Bernard Stasi, centriste. Je discerne dans son propos une lucidité quant à l'intérêt national, un refus de toute démagogie, une fermeté dans les choix à effectuer, une volonté de réconcilier les Français dans l'effort,
qui m'apparaissent être le langage qu'attend notre pays à ce moment précis de son histoire. Troisième question à l'ordre du jour, les municipales et la nécessité de l'entente avec le RPR. La plateforme commune de l'opposition est nécessaire, a dit Jean-Claude Gaudin. Valéry Giscard d'Estaing reviendra demain sur les relations entre le RPR et l'UDF. Une UDF, a dit Jean Le Canuet, qui était en charpie en mai 1981 et qui se réveille aujourd'hui. Selon un sondage du Journal du Dimanche, une large majorité de Français jugent favorablement la rencontre Giscard-Chirac de jeudi, mais ils sont encore plus nombreux à estimer qu'elle ne met pas un point final à la guerre des chefs. Autre sondage, celui du Point, 49% des Français jugent négatif le bilan du président de la République, 38% le jugent positif. Pour le Premier ministre, 52% d'opinions négatives, 33% d'opinions positives. Mais cette désapprobation de l'action gouvernementale ne bénéficie pas, selon ce sondage, à l'opposition. Dans les cotes de Valéry Giscard d'Estaing, de Jacques Chirac et de Raymond Barre, il y a encore davantage de moins que de plus. Pierre Mauroy, aujourd'hui, a évoqué à Lille les incidents d'hier soir à Denain, où il avait été chahuté par les ouvriers du Valenciennois. Cette colère-là, a-t-il dit, il faut la voir, la regarder en face et avoir le courage de dire aux ouvriers que si l'on ferme leurs usines, c'est pour en ouvrir d'autres. Il n'y aura pas d'économie française si l'on additionne uniquement les déficits. Pendant ce temps, le président de la République, lui, est en Inde depuis ce matin, au sommaire de ses entretiens avec Indira Gandhi, le dialogue Nord-Sud et les relations Est-Ouest. Palais, qui fut jadis celui des vice-rois des Indes, les entretiens ont commencé cet après-midi entre M. Mitterrand et Mme Gandhi, cette femme étonnante qui, après avoir perdu le pouvoir en 1977 et avoir même été arrêtée 2 fois, l'a retrouvée en 1980. Atmosphère amicale, perceptible aussi, malgré le cérémonial, dans la réception donnée par le président de la République indienne, chef nominal de l'exécutif dont Mme Gandhi est l'inspiratrice réelle. Une occasion pour François Mitterrand d'évoquer les pères fondateurs de l'Inde moderne, Gandhi et Nehru, l'homme de la non-violence et l'homme du non-alignement. Ces grandes figures sont familières aux Français, car leur combat a été mené au nom de causes qui éveillent en nous un grand écho. Éprouvant le même attachement à la démocratie, nos 2 pays ont la même exigence d'indépendance nationale et le même souci de ne pas voir se perpétuer cet affrontement de 2 blocs dans le monde. Si cette visite commence dans une excellente atmosphère, c'est en partie à cause de l'accord intervenu la nuit dernière, juste avant la visite, sur la livraison d'uranium français à la centrale nucléaire indienne de Tarapur. Alors reparlons donc plus précisément de cet accord, signé en effet quelques heures avant l'arrivée du président de la République en Inde, sur la fourniture par la France d'uranium faiblement enrichi pour la centrale nucléaire de Tarapur, près de Bombay. Les explications de Georges Leclerc. L'ambiguïté du nucléaire, c'est de conduire à la fois à l'énergie pacifique des centrales et à l'horreur de la guerre atomique. Chaque vente de technique ou de matériaux nucléaires pose cette angoissante question: comment être sûr de voir le produit de sa vente civile ne pas servir à la fabrication de la bombe militaire? L'Inde a dans ce domaine une réputation bien précise. C'est le seul pays du tiers-monde qui a réussi à détourner la technologie nucléaire civile pour en faire une bombe atomique comme celle-ci qu'elle a fait exploser en mai 1974. D'autres pays du tiers-monde ont eux aussi peut-être détourné leur atome pacifique, mais aucun n'a fait exploser de bombe, du moins pour l'instant. Voilà donc le contexte de l'accord franco-indien de cette nuit. De quoi s'agit-il précisément? Eh bien, la France accepte de se substituer aux États-Unis pour fournir de quoi fabriquer du combustible pour la centrale nucléaire indienne de construction américaine de Tarapur, près de Bombay. Actuellement, au monde, il n'y a que 3 pays capables de livrer cet uranium enrichi nécessaire pour le bon fonctionnement des centrales modernes: la France, avec l'usine d'Eurodif sur le Rhône, les États-Unis et l'Union soviétique. Comme les Américains sont défaillants maintenant, il fallait trouver un autre livreur qui accepte de se substituer à eux, mais dans le cadre de l'accord qu'ils avaient signé avec les Indiens il y a bien longtemps. Ce ne fut pas très facile pour au moins 2 raisons. D'abord, l'Inde, vous l'avez vu, a fait exploser une bombe atomique détournée. Deuxièmement, elle n'a pas signé le traité de prolifération nucléaire. Alors à cela s'ajoute ce qu'on appelle le transfert de technologie. Ce transfert de technologie, voilà comment il se pose dans cet accord. La France ne va pas livrer directement des barreaux d'uranium prêts à l'usage. Elle va livrer en fait
de quoi fabriquer ces barreaux. L'Inde veut en effet que ses techniciens apprennent la manipulation de l'atome et de son énergie pour fabriquer le combustible elle-même après. Alors le résultat de cet accord peut se résumer ainsi. D'abord, la France remplace les États-Unis dans un gros marché. Deuxièmement, la France et l'Inde entament dans le nucléaire une belle coopération. Troisièmement, la France se donne un beau rôle d'aide pour le développement du tiers-monde. Quatrièmement, si un jour une nouvelle explosion atomique se produit dans ce même tiers-monde, eh bien la France fera bien vite figure d'accusé. La conférence du GATT à Genève, les dernières tentatives de compromis entre la CE et ses partenaires ont échoué. Ainsi se termine doucement une conférence qui boitait dès le départ. Le Vatican destiné et décidé à faire toute la lumière sur cette opération financière. Pour la première fois depuis le début du scandale du Banco Ambrosiano, eh bien, le Saint-Siège a reconnu que sa propre banque était impliquée à son insu dans ces malversations. Pologne, enfin, confirmation de ce que nous disait Jean Offredo hier de Varsovie. On semble se diriger vers la fin de l'état de siège à la mi-décembre. La commission provisoire de coordination de solidarité a annulé toutes les actions de protestation prévues pour le mois prochain. Elle a par ailleurs, disons, déclaré très nettement son allégeance à Lech Walesa. Altaïr est de retour. C'est ce petit garçon de 10 ans qui avait fait peur à toute la France pendant 16 jours. Hier soir, à l'heure de ce journal, il se présentait tout simplement au domicile de ses grands-parents. Et sans dire très précisément ce qu'il avait fait pendant ces 2 semaines d'absence, il a expliqué assez tranquillement qu'il était parti parce qu'il s'ennuyait à l'école. Moi, j'ai fait tout ça de mon plein gré. C'est-à-dire que tu as décidé de partir de la maison, tu as décidé de faire une balade dans Paris? Oui, voilà. Mais une balade de 16 jours? Oui. Pourquoi? Parce que j'en avais un peu assez, puis ça me faisait des vacances. Et maintenant, qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Et finalement, c'est pas aussi mal. Allez. La fugue d'un gamin de 10 ans, c'est toujours un signe de détresse, même si elle se termine bien. La fugue d'Altaïr pose aussi d'autres questions. Comment un gamin si jeune a-t-il pu subsister tout seul dans Paris? Qui sont les 3 musiciens que le gamin a suivis? Ces 3 adultes, connaissaient-ils l'enfant ou bien connaissaient-ils le père? Des indices peuvent le faire penser. C'est à toutes ces questions que les enquêteurs de la brigade des mineurs s'efforcent de répondre. Cet après-midi, ils ont refait avec Altaïr une partie de son itinéraire dans le 19e arrondissement pour essayer d'identifier les lieux où le gamin a séjourné. Lundi, ils entendront à nouveau Altaïr. Autre histoire peu banale, celle d'une vieille dame de 87 ans qui a refusé de trahir son voleur, tout cela parce qu'elle lui avait donné sa parole d'honneur. Et pourtant, l'homme, qui avait été très courtois avec elle et qui, paraît-il, était beau comme un cuirassier, était parti avec ses économies, près de 11 000 francs, mais la vieille dame avait promis de ne pas le dénoncer. Elle a tenu parole. Le garde des Sceaux entre le marteau et l'enclume cet après-midi. Le marteau, c'est, si vous voulez, le congrès de l'association Légitime Défense. L'enclume, celui du syndicat de la magistrature. Il n'était présent qu'au second, mais en son absence, Légitime Défense n'a pas été tendre. Lucie Seboul. L'association Légitime Défense tenait cet après-midi son congrès annuel. La vedette du congrès, ce fut bien sûr Lionel Legras, le garagiste au transistor piégé, récemment acquitté aux assises de Troyes après la mort d'un cambrioleur. Insécurité, délinquance et criminalité étaient à l'ordre du jour. Monsieur Romerio, président de Légitime Défense, s'en est pris à la pratique du droit d'asile et de l'extradition. Autant dire que le ministre de la Justice fut la cible des congressistes. Nous reprochons à M. Badinter son laxisme, l'abolition de la peine de mort, les poursuites, comment dirais-je, incomplètes, n'est-ce pas, des malfaiteurs, la libération presque immédiate de ceux qui ont commis des méfaits, ce qui décourage la police, et puis également le fait de nous préparer un code pénal qui, d'après ce que nous savons, est un désastre et accentuera encore l'insécurité pourtant très grande.
Alors au congrès du syndicat de la magistrature, autre son de cloche bien sûr, Robert Badinter y a jugé désastreuse ce qu'il a appelé la persistance de l'idéologie sécuritaire et du poujadisme judiciaire. C'était la première fois qu'un ministre de la Justice était invité par ce syndicat des magistrats, un débat d'emblée situé sur le terrain politique. Paul Lefebvre. Face au syndicat de la magistrature, le garde des Sceaux n'a pas mâché ses mots. Il est vrai que durant une heure, le Congrès n'avait pas non plus utilisé le registre tendre en reprochant au gouvernement de ne pas aller assez vite et assez loin dans ses réformes. Dépêchez-vous de remplir vos promesses, ont dit ces jeunes magistrats. Le pouvoir politique doit prendre ses responsabilités. Réponse de Robert Badinter: il n'est pas si facile d'avancer vite lorsqu'une partie des magistrats freine les réformes et que les magistrats de gauche ne sont pas parvenus en 18 mois à convaincre l'opinion publique. Alors que la gauche se taisait ou critiquait, sans merci, alors que je recevais d'ici et de là, mais d'ici comme de là, la volée de bois vert le quotidien, pendant ce temps-là, la droite judiciaire ne s'y trompait pas. Elle occupait ou conservait le vrai terrain où se situait la bataille, le terrain des sensibilités, le terrain des esprits, et elle utilisait, sachant que ce serait pour elle l'humus nourricier des lendemains de revanche, la peur. Prisonniers peut-être d'une image de marque qui fait peur à beaucoup, bloqués dans leur action par des structures hiérarchiques qui ne partagent pas toujours leur vue, mais plongés, il est vrai, dans les difficultés de la justice quotidienne, les membres du syndicat de la magistrature vont tout de même décider demain de peser plus encore sur le pouvoir politique. Car ils disent, les droits des individus au travail, au logement et à la justice sociale surtout, sont encore trop défavorisés par rapport aux privilèges dont jouissent toujours, selon eux, les puissances d'argent. Plusieurs milliers de manifestants cet après-midi à Brest pour protester contre le refus de 16 communes du Finistère d'appliquer la loi Germer. Ces communes, toutes à municipalité socialiste, n'ont pas, selon les manifestants, versé depuis l'année dernière le forfait légal correspondant à la prise en charge des frais de fonctionnement auxquels les contrats d'association signés leur donnent droit. Les organisateurs parlent de 20 000 manifestants, la police de 10 000. Alain Savary, le ministre en charge de ce dossier, assistait, ainsi que son collègue Pierre Bérégovoy, au 20e congrès national de l'association pour adultes et jeunes handicapés à Montpellier. Cette année, un thème dominant, l'intégration scolaire et sociale des handicapés. Un exemple réussi, celui qu'ont choisi Jean-Claude Darigo et Alain Pagano. 10 heures du matin dans l'annexe d'un lycée de la périphérie de Nantes. Comme dans toutes les quatrièmes des CES de France, on épluche avec persévérance les aventures de M. Jourdain. Tous les enfants présents sont plus ou moins gravement handicapés. Jusqu'à cette rentrée scolaire, le tiers-temps supplémentaire qui était alloué aux enseignants leur permettait de compenser les rythmes plus lents et les difficultés particulières des élèves. Faute de crédit, la mesure n'est plus appliquée. Un problème supplémentaire qui, avec celui de la qualification des maîtres, frappe cet établissement unique dans la région. Vous avez reçu une formation pédagogique particulière pour vous occuper de ces jeunes gens et de ces jeunes filles? Absolument pas. On m'a nommé à Nantes, au CES de la Giraudière où je me suis présentée. Et en fait, on m'a dit que c'était pas au CES de la Giraudière que j'étais, mais à l'annexe. Alors j'ai d'abord ouvert de grands yeux, j'ai visité, puis je me suis installée, puis ça fait 8 ans que j'y suis. Alors en 8 ans, j'ai fait 2 stages de 1 semaine à Suresnes, un pour les déficients visuels et un pour les handicapés moteurs. Vous changeriez maintenant si vous aviez la possibilité? Sûrement pas. La majorité des professeurs sont d'accord avec cette opinion. Ces adolescents sont des styles beaucoup plus mûrs que les jeunes de leur génération. Est-ce que tu préférerais pas être dans un lycée avec d'autres garçons et filles de ton âge, tout simplement? Oh bah si, ça serait mieux. Un lycée avec intégration. Pourquoi? Oh bah, je sais pas moi, toujours aider les handicapés, bah, c'est pas qu'ils sont pas gentils, mais c'est vaut mieux être avec les autres personnes pour qu'ils nous connaissent mieux. La formation des jeunes handicapés ne se borne pas uniquement aux activités intellectuelles. On entend aussi, dans le cadre de l'établissement, les améliorer sur le plan de leur santé par des séances régulières d'orthophonie et de kinésithérapie. Malgré de nombreuses carences, l'intégration scolaire des jeunes handicapés a fait, on le voit, des progrès. Il reste très souvent cependant de graves problèmes humains à régler.
Prenons l'exemple du petit Eric. De l'avis de ses professeurs, c'est un garçon très doué. Malheureusement, il n'y avait pas dans sa ville natale de lycée qui lui soit accessible. Afin de lui donner sa chance, sa mère a accepté pour plusieurs années de quitter domicile familial, mari et autres enfants, et de s'installer ici, près du collège, à 100 km de chez elle, au prix des sacrifices qu'on imagine, dans un petit appartement où elle s'occupe de son dernier fils. Il faudrait que dans chaque ville, il existe des établissements des établissements scolaires qui puissent accueillir les enfants handicapés sur le plan scolaire et médical. Deuxièmement, il faut que ces établissements puissent avoir l'accessibilité et que les classes dans lesquelles les enfants seront soient en petite unité. Mais que les enfants restent dans un contexte normal avec les autres élèves. Si j'avais la possibilité de transformer le monde, j'établirais des lois basées sur l'amitié, qui protégerait toute forme de vie, tout en conservant la liberté de chacun. Ce monde fait de paix et de sérénité n'est peut-être qu'un rêve. Mais si ce rêve devenait réalité, je pense que la Terre deviendrait un paradis. Ces phrases, Eric, 13 ans, les a écrites dans sa dernière rédaction. Pour lui, qui n'ignore pas les obstacles qui l'attendent encore, l'heure est cependant plus que jamais à l'espérance. Je vous rappelle la victoire des États-Unis en double face aux Français en tennis. La Coupe Davis est donc à eux. Et puis dans la route du Rhum, nous étions arrêtés au 5e hier soir, Alain Gabet. Derrière lui sont arrivés successivement depuis l'Américain Petite, Olivier de Kersauzon, Fauconnier, Poupon, Malinowski, le premier monocoque, et puis le Cornec. Avec Pierre de Bresse, maintenant le tiercé de demain à Auteuil. Bien oui, tiercé de demain à Auteuil, dans la plus belle course de la Réunion, le prix Alain de Goulaine, qui est une course de haie et qui se dispute sur 3900 mètres et qui offre 300 000 francs de prix aux gagnants. 15 chevaux et juments âgés de 4 ans essaieront de se disputer cette course. Parmi eux, quelques favoris, ils seront 6 ou 7 à pouvoir prétendre participer à l'arrivée. Ce sont les chevaux que j'ai sélectionnés pour établir le pronostic que je vous propose maintenant. Avec en tête Prince Hall, le numéro 6, monté par Alain Chelet, Funny Horse, le 4, Amnon, le numéro 3. Ces 3 chevaux seront donc mes favoris. Ensuite Archipel, le numéro 10, Mannerly, le 5. Et puis Ravishman, le numéro 2, et Belle de Mer, le numéro 14, qui termineront ma sélection. Belle de Mer ou Belle-Mère? Là, je vois Belle-Mère. Belle-Mère. Ah bon, d'accord, Belle-Mère, très bien. Voilà, ils porteront donc les numéros 6, 4, 3, 10, 5, 2 et 14. Voilà, et puis une jolie victoire pour Antenne 2, vous l'avez vu ici, c'est un superbe diamant, enfin, c'est au moins du zircon, ça ressemble à une bague de fiançailles, et c'est ce que Antenne 2 a reçu au Festival des télévisions francophones à Montréal, dans la catégorie nationale, pour le meilleur reportage, un reportage sur le métro qu'avait réalisé, je pense que vous vous en souvenez, Jean-Claude Guilbeault et Jean-Louis Saporito. Jean-Louis Saporito que vous pouvez retrouver avec Daniel Lecomte pour un autre reportage qui passe, lui, demain soir à 20h30 sur les refouzniks, la liberté refusée en URSS. Avec Alain Gillot-Pétret, maintenant très rapidement le reste de la météo pour demain. Ce sera bref, nous aurons un triste dimanche avec de la neige encore. Je reviens quand même sur la photo satellite pour vous dire un petit détail pour demain. Vous allez voir, si la dépression est bloquée, eh bien il est possible qu'ici, ce mauvais temps se pénètre davantage vers l'ouest du pays. D'habitude, ça va de l'ouest vers l'est. Là, ça risque d'aller vers l'est, de l'est vers l'ouest. Donc pour demain, on rappelle donc très mauvais temps des Vosges au Jura, au Morvan, au Massif central, aux Alpes, aux Pyrénées, avec de la pluie, de la neige, de la grêle, éventuellement des orages. Grâce à un vent de nord-ouest, il y aura peut-être quelques petites éclaircies sur la Méditerranée. Sur la façade atlantique, éclaircies et averses, le temps quand même assez chargé. Sur le nord, le bassin parisien et le centre, brouillard le matin. Quelques éclaircies possibles l'après-midi, mais possibilité également que la pluie et éventuellement la neige gagnent le bassin parisien dans la journée, mais ça n'est pas sûr. Température en baisse par rapport à aujourd'hui, 5-6 degrés au nord, 7-8 à l'ouest et au sud-ouest, 12 à 13 sur la Méditerranée, maximum 16 à Ajaccio, ça n'est pas beaucoup. Demain, dimanche 28 novembre, 3 minutes de soleil en moins, levé 8h20, couché 16h57, et c'est Saint-Jacques-de-la-Marche. Et ce dimanche, 12h45, le journal de Philippe Labro. Le prochain rendez-vous pour ce soir, c'est Jacques Perlino à 23h15. À demain 20h. Bonne soirée à tous.